les TG3. Alors, je reviens vers vous parce que je profite que mon petit groupe d'aventuriers là se détend un peu sur une plage de Bali pour revenir un petit peu à des choses plus sérieuses et un petit peu le boulot. Donc, je reviens avec vous pour terminer le chapitre sur cette troisième et dernière partie. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, elle est relativement courte, c'est la plus courte des trois. Je rappelle que dans les deux premières, on a vu un peu la hiérarchie des puissances, qu'elles soient étatiques, hein, donc les pays industrialisés développés, les pays émergents, les pays en développement, les pays les moins avancés. Mais on a vu aussi que ces acteurs n'étaient pas forcément, ça serait réducteur de les réduire à des pays, hein. On peut avoir des acteurs tels que les firmes multinationales, hein, qui sont donc implantées dans plusieurs pays. On peut avoir des zones spécifiques dans les pays, comme les métropoles, ou comme on l'a vu, les zones frontalières, comme les zones franches, etc. Donc on a vu que tout ça, c'était plus ou moins bien intégré dans la mondialisation. Ben, on va voir dans cette dernière partie comment tous ces acteurs éventuellement coopèrent ou quelles sont un peu, essayer de comprendre rapidement aussi quelles peuvent être les raisons des tensions entre ces différents acteurs au sein de cette mondialisation. Toujours sur différentes échelles, hein, ça c'est important en géographie de montrer qu'on maîtrise différentes échelles, qu'elles soient mondiales, régionales ou locales. Alors on va voir dans un premier point que bah, il y a des coopérations qui se mettent en place, des organisations qui existent et qui ont pour but d'essayer de réguler les échanges, hein, pour essayer de faire en sorte que la mondialisation ne soit pas sauvage, hein, et qu'elle soit quand même un minimum contrôlée. Alors, si ça veut bien bouger, voilà. On a en premier lieu des institutions internationales, hein, qui, comme je viens de vous le dire, ont pour objectif un peu de contrôler, observer et réguler éventuellement les flux, les échanges mondiaux. Donc à l'échelle mondiale, des coopérations entre États favorisent la compétitivité pour une meilleure intégration à l'économie mondialisée. Il s'agit des organisations internationales et éventuellement des sommets, hein, entre ces différents pays qui sont généralement aux mains des grandes puissances mondiales, hein, qui sont généralement, je pense que vous le savez maintenant, on l'a répété suffisamment, les pays du Nord, donc les pays industrialisés développés, et puis les quelques pays émergents. Alors dans ces grandes organisations internationales, hein, ça, vous commencez, je pense, ça commence à être familier dans votre oreille. Vous avez l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, hein. Donc l'OMC, c'est l'arbitre, hein, en quelque sorte, qui contrôle que les règles des échanges mondiaux ou des accords qui ont été signés ont été respectés, enfin, sont respectés. Le FMI, hein, vérifie que les pays ne font pas n'importe quoi et ne s'endettent pas n'importe comment, et auquel cas, s'ils sont trop endettés, c'est le FMI qui a la possibilité d'intervenir pour imposer des règles économiques strictes, hein, pour que ces pays reviennent à flot. Ça a été le cas par exemple de la Grèce au début du 21e siècle, hein, euh, qui était tellement un des pays les plus endettés de la planète, hein, qu'ils ne pouvaient même plus payer leur population, tout au moins les fonctionnaires. Et donc c'est le FMI qui a imposé des règles économiques strictes. Le gouvernement ne pouvait même plus agir, hein. Il était obligé de suivre les directives du FMI. Alors, vous allez me dire pourquoi ils étaient obligés d'obéir au FMI, parce que le FMI leur prêtait de l'argent pour pouvoir éponger un peu leurs dettes et payer par exemple les fonctionnaires, parce que sinon ça aurait été la révolution. Mais en contrepartie de ces prêts d'argent de la part du FMI, bah, la Grèce est obligée voilà, de respecter la politique qui était imposée par le FMI, c'est-à-dire montée des impôts, baisse des salaires, etc. Donc toute une panoplie de mesures très impopulaires, hein, que la Grèce a été obligée de suivre. Et puis la Banque mondiale, hein, bah, qui prête de l'argent aussi, notamment pour les pays plutôt en voie de développement, qui cherchent du coup à se développer. G7, G20, G7, le groupe des 7, les 7 pays les plus industrialisés, on les reverra tout à l'heure. G20, les 7 pays les plus industrialisés, plus les pays émergents et quelques pays en développement dont on sait qu'ils seront les grandes puissances de demain.
Ces pays se réunissent régulièrement, ce sont eux qui font un peu la pluie et le beau temps dans la mondialisation, puisqu'ils prennent des décisions pour le reste de la planète, des décisions qu'on imagine, je suppose, plutôt à leur avantage. Donc ces réunions de G7, G20 sont souvent très critiquées, on y reviendra aussi en fin de chapitre. Alors, les instances internationales participent à une gouvernance économique mondiale, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, l'OMC favorise le libre-échange en aidant les États à régler leurs différends et à limiter les barrières douanières. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de business. Donc, l'OMC, elle essaye de favoriser le fait que les pays, elle encourage les pays, par exemple, à diminuer les taxes douanières pour que un maximum de concurrence puisse se développer, qu'un maximum de produits étrangers arrivent sur le territoire national. On part du principe que plus il y a de concurrence, enfin le libéralisme part de ce principe-là tout au moins, plus il y a de concurrence, mieux ça vaut pour le client, des gens comme vous et moi. Parce que si plus il y a de concurrence, ça veut dire que plus le client il a le choix. Alors il a le choix d'acheter soit le produit le moins cher, soit le produit de meilleure qualité. En tout cas, plus il y a de concurrence, plus si on veut vendre ses produits, bah, il faut être comme ça, soit le moins cher, soit vraiment celui qui justifie son prix par rapport aux autres. Donc ça permet aux gens bah, voilà, d'avoir plus de choix. Donc moins il y a de taxes, moins il y a de frontières, plus on laisse passer les produits, plus les gens ont le choix d'acheter le produit qu'ils veulent. Et ça oblige ceux qui les fabriquent à faire des choses qui vont séduire les clients, soit, je vous dis, par leur qualité, soit par leur prix attractif. Donc voilà un petit peu ce que cherche à faire l'OMC. Alors il est évident, vous avez compris, qu'il y a des groupements politiques, des partis politiques qui sont en totale opposition à ça, en disant que voilà, plus on est inondé de produits étrangers qui ne sont pas faits aux mêmes normes que les nôtres, qui ne sont pas faits de la même manière que nous, dans le respect du droit du travail, etc. On se retrouve avec une concurrence un peu déloyale qui entraîne une montée de chômage, etc. Et donc, il faut au contraire fermer les frontières et, si je prends l'exemple de la France, produire français et acheter français. C'est une belle idée, c'est tout à fait louable, mais en même temps, la réalité, elle est pas viable, parce que je vous dis, s'il fallait qu'on achète uniquement que des produits français, bah déjà, on ne se parlerait pas par écran interposé, parce qu'on n'a pas trop d'ordinateurs français, on n'a pas trop de téléphones français. Une bonne partie de nos vêtements ne sont pas français non plus. Donc voilà, on ne vivrait pas de la même manière. Donc voilà, alors le tout c'est bien évidemment de trouver un équilibre, et cet équilibre, bah voilà, ces grandes organisations essayent un peu de le trouver. Si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis ont longtemps essayé de favoriser justement ce libre-échange pour essayer d'imposer leurs produits partout dans le monde. On a vu qu'à l'époque de Trump, on est plutôt revenu sur une période un peu plus protectionniste, où il a un peu fermé ses frontières en boycottant certains pays, en boycottant certains produits, en augmentant les taxes pour essayer d'empêcher que ces produits soient vendus sur son territoire. Donc voilà, les pays évoluent, fluctuent en fonction bien sûr des personnes politiques qui les dirigent. On peut imaginer qu'avec Joe Biden, la situation devrait un peu se détendre, pas forcément autant qu'on le croit, mais en tout cas, bon, le protectionnisme américain devrait se réduire un petit peu. Voilà. Alors, à l'échelle régionale, alors quand je dis régionale, on n'est pas en région par pays. Je ne parle pas des Hauts-de-France, là, on parle de régions qui sont voilà, quand même internationales. Des alliances commerciales permettent le libre-échange, vous allez comprendre très vite, des flux de marchandises, de capitaux, d'informations avec des tarifs douaniers négociés. Alors, quand je parle d'échelle régionale, voilà, vous avez des exemples. L'Union européenne, l'ALENA, donc ça c'est l'association de libre-échange nord-américain. On va voir tout ça sur une carte dans quelques instants. Le Mercosur, c'est le même marché que l'ALENA, mais sud-américain. La ASEAN, on en a parlé aussi, c'est en Asie du Sud-Est. Vous pouvez aussi avoir des associations qui regroupent des pays qui fabriquent les mêmes types de produits ou qui vendent le même type de produits. L'OPEP, dont je vous ai parlé en histoire, qui explique qui est une des raisons de la crise économique mondiale des années 70,
c'est les pays producteurs et exportateurs de pétrole qui ont décidé de s'associer pour essayer de ne pas trop se tirer dans les pattes, hein, de pas se faire trop de concurrence, de se mettre d'accord à peu près sur les prix et sur les volumes de pétrole à vendre, justement parce que plus on met de pétrole sur le marché, ben, plus le prix il a plutôt tendance à baisser, plus on réduit la production, plus le prix il augmente. Donc voilà, il faut essayer de s'entendre. Donc les coopérations transfrontalières favorisent des projets communs ou le raccordement d'infrastructures par-delà les frontières pour faciliter les échanges. Exemple, les nouvelles routes de la soie, je vais vous en montrer une carte aussi tout à l'heure. Mais vous avez par exemple aussi aux États-Unis des pipelines hein, qui viennent de l'Alaska. Hein, donc il y a beaucoup de pétrole en Alaska qui doit donc traverser le Canada hein, pour arriver sur le territoire états-unien. Bon, voilà, il y a des accords qui ont été signés pour permettre donc aux Américains de faire circuler leur pétrole à travers le Canada. Vous avez aussi et ces pipelines descendent même jusqu'en Amérique du Sud pour vendre du pétrole aux pays sud-américains. Donc voilà, vous pouvez avoir comme ça des accords de mise en place d'infrastructures internationales. Alors, les voilà un petit peu, ces différents organisations régionales. Hein, donc, l'ALENA, c'est ici, hein, c'est Canada, Mexique et États-Unis. Le Mercosur, voilà, hein, vous les voyez ici, c'est surtout mené par le Brésil et un peu l'Argentine. L'Union africaine, qui regroupe pour le coup là, tous les pays africains, mais on est plutôt là dans quelque chose de politique plus qu'économique. L'ASEAN, hein, qui est là. Et puis vous avez ces nouveaux choix. Alors si vous voulez être vraiment à la pointe, hein, voilà, JEFTA, CETA, TAFTA, c'est les accords qui sont en cours de discussion et qui font beaucoup débat en Europe et notamment en France. Donc JEFTA, c'est vous voyez, Japon, Europe, et après c'est un sigle en anglais, mais bon, c'est sur le libre-échange. Libre-échange, donc baisser les taxes douanières, pour les produits japonais et les produits européens. C'est la même chose avec le Canada ici, C pour Canada, E pour Europe. Le TAFTA, c'est aussi pour donc, l'ALENA et l'Europe. Et donc beaucoup de pays européens sont très sceptiques par rapport à ça parce qu'on ouvre toutes nos frontières à tous les autres marchés. Mais voilà, ça veut dire qu'on ouvre grand les portes aussi à des pays qui peuvent vendre des produits, qui peuvent apporter une grande concurrence aux produits européens. Donc c'est assez tendu ces accords parce que ben, c'est poussé un peu hein, par le FMI, comme je vous l'ai dit, qui cherche à diminuer au maximum les taxes douanières hein, et maximiser les échanges. Mais les pays ici sont pas sont un peu plus, et notamment l'Europe, a l'impression qu'elle va un peu être perdante dans ces accords-là. Je vous montrerai aussi une caricature là-dessus après. Alors les coopérations font intervenir des acteurs de différentes natures. Hein. On peut avoir les acteurs publics, hein, les États jouent un rôle important, on va le voir après. Ils peuvent orienter les négociations, ils peuvent aussi inciter des firmes transnationales à venir s'implanter sur leur territoire. Mais vous avez aussi les organisations non gouvernementales qui mettent un peu leur nez dans la mondialisation pour voilà, vérifier que tout est fait dans les règles de l'art et n'hésite pas à dénoncer des fois les dérives qu'il peut y avoir. Alors par exemple ici, hein, vous avez ici une caricature d'ONG qui montre, vous voyez, l'OTAN hein, en tortue, hein, qui montre bien la lenteur des événements, des décisions qui sont prises, hein, avec une flèche qui montre voilà, le commerce équitable, le commerce libre, hein, qui voilà, est à gauche, et puis vous avez ici les pays africains, hein, qui représentent un peu les pays africains, qui disent ouais, mais attendez, vous partez du mauvais côté, et là vous avez le temps qui dit bah, la terre est ronde, on finira bien par y revenir. Donc vous avez ici un dessin qui dénonce en fait que voilà, la mondialisation, elle est surtout contrôlée et dirigée par les pays riches. On fait miroiter des choses aux pays pauvres, mais qui ne leur arrivent jamais. Par contre, je suis étonné. Ouais.
il me manquait des choses ici, ouais. Euh, je m'excuse. Ah, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus maintenant parce que je me dis, ouais, c'était en introduction, mais c'est pas grave. Je suis désolé, hein, j'espère que vous allez réussir à me suivre. Ça, c'était un petit peu en début d'introduction de votre troisième partie. Quand je vous parlais tout à l'heure des États hein, qui cherchent à être des acteurs aussi de la mondialisation et qui cherchent par exemple à inciter des firmes multinationales à venir, bah, vous avez ici un exemple qui est très local, hein, qui n'est pas très loin d'Anchin, qui est la plateforme multimodale de Dourges, qui bah, se trouve si vous prenez l'autoroute A1 hein, qui vous emmène à Lille en direction de Paris, hein, ici, et Lille par là. Vous avez l'autoroute A1 ici, et vous avez une sortie plateforme Delta 3, je crois que ça s'appelle, c'est Delta 3, qui est en fait Dourges, ici, hein. Et ça, c'est tout un territoire qui a été aménagé par l'État, vous voyez, où on propose aux grandes firmes transnationales ou à des entreprises plus locales hein, une espèce de plateforme de logistique hein, où on peut donc entreposer plein d'entrepôts hein, qui permettent donc d'entreposer des marchandises et éventuellement d'implanter des usines. Et on veut mettre ici en valeur, on est un peu dans un nœud de communication, hein, on essaie de vendre ça en disant voilà, quand vous êtes ici, vous n'êtes pas au milieu de nulle part, vous avez un foyer de population qui peut servir, vous pouvez trouver de la main-d'œuvre locale très proche, hein, qui peut travailler dans la manutention dans ces entrepôts de stockage, ça pourrait très bien. Alors, figurez-vous que Amazon avait retenu deux projets hein, d'installation dans le nord. Il y avait celui à côté de Douai, c'est à côté de Douai, hein, je sais plus, je sais plus exactement dans quel bled c'est à côté de Douai. Et puis il y avait Dourges ici, hein, parce qu'il y avait déjà voilà, des choses qui étaient existantes et qui pouvaient les intéresser, notamment les infrastructures de communication. Vous avez l'autoroute, vous avez un canal, hein, donc on peut amener des choses par péniche. Alors c'est assez lent, mais c'est vraiment pas cher. C'est le transport le moins cher qui existe. Et puis vous avez aussi la voie ferrée, hein, avec notamment, entre autres, il n'y a pas que, mais le TGV. Alors, vous avez une ligne TER aussi un peu plus loin. Mais... Donc voilà, donc on essaye de vendre, hein, on essaie de mettre en valeur des territoires, hein, et donc les États communiquent là-dessus en disant voilà, les firmes multinationales, si vous êtes intéressés, on a des endroits qui sont très attractifs. Il y a de l'espace, vous pouvez y mettre vos entrepôts, il y a des moyens de communication, vous pouvez faire venir et renvoyer vos produits très facilement. Il y a un bassin de population qui peut être soit client, soit éventuellement travaillé. Donc voilà, venez vous installer ici, vous verrez, vous serez bien. Et quand je vous parlais tout à l'heure de- des différents, on va revenir là-dessus, c'est pour ça que je fais ce petit pont, enfin ce petit comeback avant de repartir de l'avant. Voilà, c'est l'objectif d'un État, hein, c'est soit de favoriser euh, le libéralisme, la mondialisation, et vous en avez ici un exemple, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Trump, les États-Unis de Trump, limiter la mondialisation quand on sent qu'elle vous échappe, et essayer de faire du protectionnisme en essayant de monter les taxes douanières un petit peu pour freiner l'arrivée des produits, parce que forcément quand vous mettez une taxe à la frontière, bah, celui qui vend son produit, il répercute forcément la taxe sur le prix de son produit, donc ce qui fait mécaniquement monter le prix de son produit, ce qui le rend du coup moins attractif. L'État, on l'a quand même vu, on en a quand même parlé plusieurs fois en cours, et puis je vais vous redonner une illustration. Son pouvoir, il est quand même menacé, parce que c'est pas parce qu'il fait ça, hein, ou qu'il fait du protectionnisme, qu'il a la main, hein. On constate hein, depuis de nombreuses années que ce sont les firmes transnationales qui font un peu la pluie et le beau temps dans la mondialisation. Ils s'implantent où ils veulent, ils délocalisent quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Et les États ont beau se plaindre, ont beau menacer, ça ne change pas grand-chose. J'en veux pour preuve, ici, je vous laisse les lire, mais on en a déjà parlé, je crois, hein, l'entreprise Whirlpool à Amiens, mais il y a eu la même chose avec Bridgestone à Béthune, hein,
de ces entreprises qui s'implantent, vous voyez ici à Amiens ou pour Bridgestone à Béthune, qui s'implantent là parce qu'on leur a proposé des aides financières, en disant allez, venez vous installer chez nous, on vous donne un petit peu d'argent et puis voilà, vous venez. Et puis une fois que ben, les aides sont finies ou qu'elles sont plus assez intéressantes, paf, ils ferment et ils s'en vont ailleurs. Donc l'article ici l'explique un petit peu, je vous laisserai le lire. Donc il y a aussi du coup une concurrence terrible entre les pays, hein, parce que la Pologne qui va récupérer Bridgestone, par exemple, elle a beau être en Europe, là il n'y a pas d'amis qui ont cette business, hein, et donc elle est bien contente de récupérer Bridgestone et de le piquer à la France. Alors, les FTN font un peu ce qu'ils veulent. Dans ces règles du jeu, je vous disais qu'il fallait essayer quand même de contrôler. Ben vous avez et se développe une espèce d'antimonde, hein, c'est une expression nouvelle qui apparaît, hein, par le biais des paradis fiscaux, de flux illicites, de zones de non-droit qui échappent un petit peu au contrôle de la mondialisation. Les paradis fiscaux, hein, sont des petites îles, notamment, hein, au, dans les Caraïbes ou quelques territoires même européens, hein. Prenez Monaco, c'est considéré comme un paradis fiscal, hein, où se développent des banques qui ne sont pas très regardantes sur l'argent qui arrive. Et puis son objectif, c'est de ce qu'on appelle le blanchir, hein. Imaginez que vous êtes à Bali actuellement, vous avez fait le plein de drogue, hein, et que vous revenez à Anchin faire votre petit business, il est évident que vous ne pouvez pas aller à la banque à la fin de chaque semaine avec vos 2000 euros de bénéfices sur ce que vous avez vendu d'illicite à Anchin. Le banquier, quand il va vous voir arriver toutes les semaines avec 2000 euros en petite coupure, à un moment donné, il va se demander quoi? Il va faire une enquête et, la police va vous tomber dessus à bras raccourcis. Donc, on ne peut pas amener comme ça son argent gagné dans des choses pas très avouables. Du coup, il y a des banques qui se spécialisent un peu là-dedans et puis dont le boulot est de réinjecter petit à petit, discrètement, l'argent que vous avez gagné salement, d'essayer de faire en sorte que cet argent redevienne entre guillemets propre, hein. Donc voilà, on place quelques euros d'action dans telle entreprise, quelques euros d'action dans une autre, puis le lendemain on revend les actions, puis on en rachète, on essaie de faire en sorte que cet argent circule très vite, en très petites sommes, pour que ça soit plus difficile de retrouver le cheminement. Les flux illicites, bah, c'est bien évidemment les réseaux de drogue, de prostitution, de trafic d'armes, tout ce que vous voulez, hein. Et les zones de non-droit, bah, c'est des zones voilà, qui échappent un peu au contrôle euh, de la police, par exemple, ou des organisations non gouvernementales, où on fait travailler, par exemple, des enfants en très bas âge, où il y a des conditions quasiment d'esclavage dans certaines zones de production. Alors vous avez, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les ONG dont le boulot, puisqu'ils ne dépendent d'aucun gouvernement, hein, organisations non gouvernementales, ils vivent de dons, hein, ou de mécènes, hein, qui leur donnent de l'argent ou de cotisations. Ils n'hésitent pas à montrer du doigt certains pays quand ils estiment que voilà, ils ne respectent pas les règles du jeu, et notamment les droits fondamentaux de l'homme, hein, par exemple. Alors voilà, donc je reviens à ici, j'étais là, je crois, hein. Non, j'étais là. Voilà, ici. Donc, des coopérations régionales qui peinent à réguler les inégalités de développement, hein, on a vu c'est toutes ces coopérations régionales. Je vous disais que bon, l'Europe était, vous voyez, hein, le centre un peu d'intérêt de beaucoup d'aires géographiques, d'aires économiques dans le monde, et que l'Europe était un peu partagée entre, oui, on ouvre notre marché et en même temps ça nous ouvre de nouveaux marchés. Euh, pour d'autres, certaines populations européennes, c'est beaucoup plus mesuré, hein. Je vois par exemple un débat qui, je pense, peut vous intéresser éventuellement, c'est que, notamment en ce qui concerne la viande, hein, l'Europe est tout à fait en capacité de produire suffisamment de viande pour sa population. Ouvrir le marché au Canada et aux États-Unis via le TAFTA et le CETA, ça veut dire qu'on accepte de fait d'acheter de la viande bovine, américaine ou canadienne. Or, le problème, c'est que les normes de vente, hein, de production et de vente de viande
qu'elles soient bovines, porcines, peu importe, hein, ou de volailles, elles sont quand même beaucoup plus strictes chez nous. On interdit l'utilisation de certains produits qui accélèrent la croissance des animaux ou leur donnent plus de viande, etc. Alors que c'est autorisé dans d'autres pays. Donc ça veut dire que ce que nous, on interdit aux producteurs européens, cette viande arriverait quand même en Europe par le biais d'autres pays qui, eux, ont le droit de le faire. Donc les agriculteurs européens considèrent que ça serait vraiment une concurrence déloyale et probablement la fin de leur activité. Donc voilà, c'est un débat chaud en ce moment là-dessus. Euh, voilà, on revient ici. Donc, certaines coopérations favorisent la réduction des disparités territoriales. Elles servent de tremplin à l'essor économique et au développement de certains territoires, hein, notamment l'Union européenne. On peut dire qu'elle a favorisé, accéléré le développement de l'Europe du Sud et de l'Est, hein, pour refaire une espèce de continent qui est de plus en plus homogène, hein, alors qu'avant l'Union européenne, il est clair qu'il y avait clairement une Europe du Nord et de l'Est, qui était la figure de proue de l'Europe, et vous aviez l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, qui était encore, je ne vais pas dire à l'état du Moyen Âge, mais en tout cas qui avait certains pays, notamment à l'Est, avaient pas loin d'un siècle de retard. Donc, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, certains disent que voilà, les organisations régionales sont des vecteurs de développement, et c'est très positif. Le problème, c'est que dans ces organisations régionales, généralement, elles sont pas homogènes dans le pouvoir, en tout cas, parce que elles sont dominées par quelques puissances. Hein, l'ALENA, c'est surtout dominé par les États-Unis, le Mercosur, je vous l'ai dit, surtout par le Brésil, l'Union européenne, c'est surtout le couple franco-allemand, surtout que maintenant l'Angleterre est sortie. Donc, on, certains se plaignent, la Pologne notamment, l'Italie, l'Espagne, que voilà, la suprématie en Europe, enfin les grandes décisions en Europe sont souvent prises ou ne sont validées qu'avec l'accord de la France et de l'Allemagne, et c'est pas tout à fait normal. Et puis, vous avez quand même des associations qui finalement contribuent pas véritablement à développer, comme l'Union européenne a pu le faire avec l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. L'ALENA, le Mercosur, c'est avant tout du business, à l'avantage des Américains, à l'avantage des Brésiliens, mais il n'y a pas de volonté de développer les pays voisins parce que c'est assez limité comme collaboration. En Europe, on a mis une monnaie unique, on a ouvert les frontières, on a un Parlement européen qui prend des décisions pour tous les pays. L'ALENA et le Mercosur, on est très très loin de tout ça. Il n'y a pas de monnaie unique, il y a une baisse de tarification douanière sur quelques produits, il n'y a aucune instance législative qui prend des mesures pour tout le monde, donc c'est beaucoup plus limité, c'est vraiment une affaire simplement réduite au business. Alors tout ça, bah, ça génère des tensions et ça limite un petit peu l'action de ces coopérations, hein, donc des tensions et des rivalités entre les territoires qui renforcent la tentation du protectionnisme. Des tensions entre les États remettent en cause les coopérations, les accords bilatéraux sont privilégiés au détriment d'accords multilatéraux. On préfère signer un accord unique avec un pays, c'est moins dangereux que de signer un accord avec plein de pays. Donc les États-Unis ont depuis 2017, hein, et notamment donc l'époque de Trump, hein, privilégié des relations bilatérales, hein, notamment avec ses partenaires, Angleterre et Japon, tout en se retirant systématiquement d'accords internationaux qu'ils considéraient comme peu pertinents ou qui ne correspondaient pas au développement de leurs intérêts. Sur un plan politique, par exemple, Trump a sorti des États-Unis des accords sur le nucléaire iranien. Trump est sorti des accords de Paris sur l'environnement. Donc voilà, ces accords, hein, sont souvent à géométrie variable et se font et se défont en fonction des tensions ou pas qui existent entre les pays et qui peuvent se développer soudainement ou s'apaiser ou tout aussi facilement. Et donc, du coup, pas mal d'États reviennent à des logiques plus protectionnistes, hein, et donc on arrive finalement à l'effet inverse de ce qui était voulu au départ
par notamment le FMI par exemple. On remet petit à petit en cause l'abaissement des barrières douanières parce qu'on considère que voilà, c'est une menace pour la production nationale. Les États-Unis, on avait parlé des maquiladoras, hein, bah, petit à petit, les États-Unis relocalisent leurs activités, c'est-à-dire, et ça c'est très dangereux pour le Mexique, commencent à fermer des usines au Mexique pour les réinstaller aux États-Unis. On peut imaginer qu'avec la crise économique qui ne va pas manquer d'y avoir là, dans les mois qui arrivent, la tentation va être forte de le faire, hein, de continuer. Et ça, vous voyez, même si Trump n'est plus là, je pense que c'est une politique qui pourrait continuer. C'est-à-dire qu'il bah, il faut d'abord donner du travail aux Américains avant d'en donner aux Mexicains. Donc les entreprises nationales risquent certaines d'être rapatriées sur le sol national américain pour pouvoir donner du travail aux Américains. Ce qui va être lourd de conséquences pour les Mexicains, hein, qui se sont agglutinés là à la frontière nord de leur pays et qui pourraient d'un seul coup se retrouver sans travail. Et donc là, on aurait une forte concentration de population euh, sans travail, ce qui pourrait générer des tensions, criminalité, trafic en tout genre, etc. Donc voilà, là-dessus. La concurrence entre les territoires s'observe aussi donc, à l'échelle locale. Bon, bah là, je vous ai parlé d'Amazon, hein, bah, je ne sais pas, c'est pas Flers en Escrebieux, où il s'est installé à côté de Douai. Bon, bah voilà, il y avait une concurrence, il y a eu une concurrence à un moment donné entre Flers et puis Dourges pour obtenir Amazon. Donc même à l'échelle, vous voyez, très très locale, chacun essaye de faire valoir ses arguments pour essayer d'attirer des firmes transnationales. Vous avez à une échelle plus mondiale, vous l'avez ici, hein, les bourses, hein, c'est elles qui quand même symbolisent la puissance financière des pays. Bah, les bourses, sans faire de mauvais jeu de mots, se tirent la bourre, hein, notamment les grandes bourses traditionnelles telles que New York ou Londres, voire Paris, sont de plus en plus menacées par les bourses des pays qui montent en puissance, hein, la Chine avec Shanghai, ou bien Hong Kong. Il y a une énorme compétition aussi sur les événements internationaux à organiser, parce que c'est une vitrine aussi des pays, hein, d'être capable d'organiser des événements internationaux, et en même temps, vous êtes au centre du monde, hein. Quand vous organisez les Jeux Olympiques pendant 3 semaines, vous êtes le centre du monde, le monde entier regarde les compétitions à la télé, et c'est aussi de plus en plus l'occasion maintenant d'y mêler, hein, entre ces compétitions sportives des documentaires sur la vie des gens, enfin sur le pays, sur la vie des gens, voilà, on essaye de faire des campagnes publicitaires du coup pour attirer les gens à venir, faire du tourisme dans le pays. Donc voilà, et donc les luttes sont véritablement acharnées. On avait frôlé une véritable guerre froide quand en 2012, Paris, avec qui on avait promis l'organisation des Jeux Olympiques, a été battue d'une seule voix par Londres. Et après, on a su qu'il y avait eu un peu de magouille et qu'il y avait un type qui avait été acheté pour mettre sa voix pour Londres. Et donc, pendant quelques mois, il y avait, bien, on était vraiment à la limite d'un clash diplomatique entre la France et l'Angleterre. Là, vous voyez une chose étonnante, c'est Pékin. Alors oui, alors, on est toujours, vous voyez, dans la puissance financière et les raisons géopolitiques. On constate que depuis quelques années, les grands événements internationaux commencent à se mettre en place dans les pays du Moyen-Orient, hein, les pays pétroliers qui ont de l'argent à quantité incroyable et qui investissent dans ce genre d'événements, ben justement pour se créer une image ou pour se donner une meilleure image. Donc là, on va avoir, je ne sais même plus quand, là c'est au Qatar, là, la Coupe du Monde de foot qui va être une catastrophe écologique. Vous avez Pékin qui a été choisi pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver de je ne sais plus quand non plus, mais ce qui laisse assez perplexe, puisque Pékin, ça va être la première ville au monde qui aura organisé et les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver, ce qui pose quand même problème, sachant qu'il n'y a pas énormément de montagnes du côté de Pékin. Et donc, ben, on va devoir aller beaucoup plus loin que Pékin
pour aller dans les montagnes, mais la Chine est en train de créer des montagnes artificielles et de la neige artificielle pour pouvoir organiser quand même ces jeux. Je vais vous mettre un petit reportage que j'ai vu cette semaine aux informations, vous allez voir, c'est assez intéressant, parce qu'il faut, euh, puisque Pékin va organiser les Jeux Olympiques d'hiver, il faut que tous les Chinois se mettent au ski. Alors, ils ne connaissent pas spécialement le ski, les Chinois, mais donc là, on développe des stations de ski, on apprend aux Chinois à faire du ski, et on en fait même du ski en salle, hein, sur des tapis roulants. Je vais vous envoyer le lien, et vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà. Et puis des coopérations enfin qui sont à géométrie variable, hein, en fonction des bonnes ou mauvaises relations diplomatiques entre les pays. Il faut savoir que la Russie, par exemple, a été exclue du G8, parce qu'avant c'était le G8, on parle du G7, mais c'était devenu le G8. Ben, la Russie en a été exclue, hein, notamment avec son invasion de la Crimée, hein, et des tentations d'invasion aussi de certaines parties de l'Ukraine. Donc, en guise de sanction, ils ont été exclus de cette organisation. Donc, ce qui fait que voilà, ils ne participent plus aux grandes décisions économiques. Donc, c'est considéré un petit peu comme un affront, hein, de la part des Russes qui sont du coup encore plus convaincus de ce sentiment de, de- comment on va dire ça, ce sentiment un peu paranoïaque qu'on ne veut pas d'eux, quoi, hein. Donc, ça incite, ça développe encore plus ce sentiment un peu pas de vengeance, mais en tout cas voilà, de montrer, enfin de sortir un peu les crocs et de montrer que voilà, ils ont finalement peut-être eux non plus pas besoin des autres pour devenir à terme une grande puissance. Ce qui fait que maintenant, bah, ils prennent leurs décisions tout seuls, de manière unilatérale, et c'est pas forcément une bonne chose, notamment quand ils décident d'aller aider la Syrie à massacrer des populations. Bon, c'est le cas aussi, pour d'autres raisons, du Mercosur qui a viré le Venezuela, qui est trop endetté, qui donc n'est plus intéressant, et donc pour l'instant, le Venezuela fait plus partie du Mercosur. L'Union européenne, hein, c'est un des enjeux des mois et des années à venir, qu'on a un peu mis entre parenthèses avec nos problèmes de Covid, mais il est évident que ça sera intéressant de voir si l'Union européenne est plus faible ou plus forte avec ou sans l'Angleterre. Vous avez ici une petite illustration qui montre un Anglais qui, bah, lui, a une idée sur la question, hein. Vous voyez ici, bah, il disait, voilà, partir, hein, ça veut dire que c'est eux qui partent, hein. Donc, autrement dit, si nous, on veut partir, ça veut dire que bah, voilà, des marques étrangères, hein, comme Airbus, Land Rover, Nissan, BMW, Honda, Toyota, bah, eux quitteront l'Union européenne parce que forcément, eux quitteront l'Angleterre puisqu'il n'y aura plus les avantages liés à être dans l'Union européenne. Et donc, voilà, hein, on est quand même meilleurs ensemble. Bon, bah, ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça, je vais très brièvement là-dessus parce que je vous l'ai déjà expliqué en amont, hein. Ces associations, ces nouveaux accords, hein, ces nouvelles coopérations qui s'annoncent et qui font débat, hein. Notamment, je vous ai donné un exemple avec la viande, hein. Bon, on peut trouver d'autres exemples. Et puis, donc, toujours ce rôle des ONG qui n'hésitent pas à dénoncer de plus en plus, hein, d'excès, de travers, de non-respect des règles internationales qui ont pourtant été signées par les pays membres. Alors, le TAFTA, justement, hein, CETA, vous voyez ici, on a un exemple de critique, hein. On voit donc le mariage économique donc, hein, entre les États-Unis et l'Europe, et on voit qu'on est en train de glisser tranquillement sous la robe de la mariée pour pas que ça se voit, hein. Ben, tout ce dont on ne voudrait plus, dont on ne veut pas chez nous, hein, en Europe, hein, les OGM, les médicaments, etc., et qui ben, finalement vont arriver discrètement si l'accord est signé. Et puis une autre ici, une photo qui dénonce un peu l'inaction aussi de ces grandes réunions internationales où on est toujours plein de bonnes intentions, plein de bonnes volontés, notamment sur le climat, hein. Ici, on peut imaginer que ça fait référence au climat, hein. On dit voilà, on discute, hein, blablabla, mais en même temps, bah, voilà, hein, la fonte des glaces continue.
Et finalement, rien de concret se passe vraiment. Et donc, ça peut effectivement générer du coup des conflits, des tensions, hein. On le voit de plus en plus, même en France, hein, dans les débats politiques, la mondialisation elle a une part de plus en plus importante et on peut imaginer que le Front National, enfin je sais plus le Front, je suis toujours sur l'ancien modèle, moi, le Rassemblement National ben, est monté en puissance depuis quelques années sur ce terrain-là, hein, de cette peur de la mondialisation, de cette peur de baisser les frontières, de cette peur de baisser les taxes douanières et d'être inondé par des produits étrangers, de cette peur de cette suppression des frontières qui laisse entrer plein de populations étrangères de manière, le pense-t-il, tout au moins pas contrôlée. Et donc, voilà, se crée du coup deux mouvements. Un qui est, vous en avez sûrement entendu parler, l'altermondialisme, et puis un autre, l'antimondialisme. Alors on peut considérer que le Rassemblement national est anti-mondialiste, hein, c'est-à-dire qu'il dénonce véritablement la mondialisation, disant que finalement l'essentiel de ce que peut proposer la mondialisation est néfaste pour notre pays. Mais ce que je dis là pour la France, c'est valable pour plein de pays, hein. C'est ce qu'on appelle le populisme, hein. On prend position pour défendre le peuple, soi-disant, et ces mouvements populistes, on les voit se développer dans plein de pays, notamment européens. Certains considèrent d'ailleurs que Trump, hein, c'était du populisme aussi à l'américaine. On s'appuie sur la catégorie pauvre de la population en disant voilà, la mondialisation, c'est la mondialisation qui vous a appauvri, c'est la mondialisation voilà, qui vous a marginalisé, qui vous a laissé de côté. Voilà, ralliez-vous à moi, je vais défendre la cause des gens qui ont été fragilisés par ça, et on va remettre de l'ordre dans cette mondialisation. Voilà, donc aux États-Unis, en France, en Italie, dans les pays d'Europe centrale, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc ça, c'est l'anti-mondialisme. Et puis après, vous avez un mouvement intermédiaire qui est l'altermondialisme, donc la mondialisation autrement. Eux disent, bah voilà, la mondialisation, peut pas la nier, elle existe, on peut pas faire comme si elle n'existait pas, on ne peut pas faire de l'anti-mondialisation, on ne peut pas fermer les frontières, produire que du national, qu'acheter que national, c'est pas possible, mais attention, peut-être que cette mondialisation, on peut l'organiser autrement, alter, hein. Donc altermondialisme, la mondialisation autrement. Peut-être faire une mondialisation plus respectueuse socialement du travail des gens, peut-être une mondialisation plus respectueuse de l'environnement. Donc ça serait limité, faire des choses raisonnablement, c'est-à-dire est-ce qu'il est nécessaire de sortir des téléphones portables tous les 3 mois pour Samsung, ou tous les ans, ou 4 modèles différents en même temps, une fois par an pour Apple. Euh, voilà, est-ce que c'est nécessaire de développer la 5G quand tous les territoires n'ont même pas encore la 4G, voire même la 3G? Voilà, c'est des questions comme ça qui sont posées par les mouvements altermondialistes. Donc vous avez mondialisation, altermondialisation, qui est la position intermédiaire. Oui, il faut de la mondialisation, mais pas n'importe comment, et anti-mondialisation, qui eux s'opposent complètement à ce mouvement qui privilégie les échanges au détriment des intérêts nationaux. Alors pour terminer, oui, je vous avais promis une carte sur la route de la soie. La route de la soie, enfin les routes de la soie plutôt là pour la Chine. Alors là où ça fait référence à la route de la soie, hein, à l'époque du Moyen Âge, Marco Polo qui allait d'Europe en Chine pour aller acheter de la soie, hein, et des épices qu'il ramenait et qu'il vendait très cher en Europe, hein, ce qui lui a fait sa fortune. La Chine est en train de reconstituer ce genre de choses. Donc vous voyez, elle développe des lignes de chemin de fer qui traversent le continent, hein, qui pourraient donc arriver jusqu'en Angleterre. Elle construit elle s'implante dans plein de ports, hein. Et donc elle achète ou elle loue, hein, des bouts de terre, hein, et elle y construit des ports qui deviennent un peu des zones franches, hein, c'est des zones qui sont contrôlées par la Chine, hein. C'est les pays qui louent ces terres n'y ont même plus n'y ont même plus de contrôle, mais elle va du coup
se créer des lignes privées en quelque sorte, hein, où elle pourra déposer ses marchandises, en reprendre et finalement faire ça quasiment sur tout le tour de la planète, hein. Et on voit, hein, on en a déjà parlé aussi, je crois, vous voyez tout l'intérêt que la Chine développe vis-à-vis de l'Afrique. Vous voyez qu'elle investit énormément en Afrique. La Chine, qui n'est pas une démocratie, s'en fout de savoir si ces pays-là sont des démocraties. Nous, en Europe, on a ce scrupule-là. Je ne critique pas, hein, loin de là, au contraire. Nous, on part du principe qu'on a du mal à faire du business avec des pays qui ne sont pas démocratiques, ce qui est tout à fait louable, hein. Mais ça veut dire que du coup, on écarte un peu et on est un peu méprisant vis-à-vis des pays africains dont on estime que voilà, ils sont encore, ils sont pas développés parce qu'ils sont pas démocratisés et que voilà, on a vu ça avec, souvenez-vous, la décolonisation, sachant que les pays africains, ils n'ont pas très envie de nous non plus, parce qu'on a parlé du néocolonialisme, souvenez-vous, hein, que ces pays déplorent que finalement les pays européens ont toujours gardé un lien de domination quand même sur ces pays-là, même s'ils étaient indépendants. Donc la relation, elle est quand même difficile et elle a du mal à devenir plus sereine. La Chine, elle ne regarde pas tout ça, que ce soit des dictateurs, des dynasties qui se sont mis en place, hop, eux, ils font du troc. Vous voulez, nous on a envie de vos métaux précieux, vous nous filez les métaux précieux et nous on vous construit un barrage et vous aurez l'électricité. Voilà, donc c'est même quasiment du troc, hein. Mais voilà, petit à petit, ça lui permet aussi, donc vous voyez, d'implanter des ports, hein, où elle négocie simplement des ports. Vous nous donnez un petit bout de terre, nous on va l'utiliser comme port. Inversement, nous on vous donne, on vous construit un hôpital, etc. Donc voilà, c'est des arrangements entre amis, hein. Mais on voit, hein, que la Chine tisse sa toile, hein, et que, vous voyez, elle est en train de créer des réseaux, hein, un peu partout dans le monde. Réseaux qu'elle maîtrise, hein. Elle en est à l'origine et elle les maîtrise. Donc à un moment donné, elle aura peut-être plus besoin des autres, hein. Et donc ça, c'est ça qui est inquiétant. Et quand je vous parlais d'altermondialisme, hein, voilà, vous avez régulièrement, bah, quand le G7 ou le G20 se réunissent, hein, bah, vous avez au même moment, c'est toujours aux mêmes dates, hein, des réunions qui sont faites aussi altermondialistes, comme le Forum social mondial, où au moment, donc c'est une réunion parallèle, hein, à ces grandes puissances, et qui, voilà, eux, bah, se réunissent dans un autre pays et essayent de débattre pour essayer de faire pression sur ces pays du G7 ou du G20 pour leur proposer voilà, un monde autrement, hein. Un autre monde est possible, vous voyez, donc altermondialisme. Ici, vous voyez, le capitalisme, c'est pas le travail, hein, et on voit ici ces files d'attente pour trouver du travail. Encore une fois, un autre monde est possible. Donc voilà, on a ces visions qui sont différentes et qui sont de plus en plus, qui cristallisent de plus en plus des tensions, hein. Et certains n'hésitent pas à dire, et je terminerai là-dessus, hein, que le virus, hein, la Covid, là, c'est la mondialisation a considérablement permis probablement d'accélérer les choses et que maintenant les épidémies elles risquent de devenir toutes maintenant de plus en plus facilement mondiales très rapidement puisque la libre circulation des gens font que ben, vous avez tous les jours, alors moins maintenant, là en ce moment, mais tous les jours, des gens, des centaines de milliers de personnes qui vont d'un continent à un autre, qui des fois même changent de continent plus ou moins dans la même journée. Et donc, bah, il suffit qu'il y en ait un qui ait chopé un virus et hop, ça se transfère très très facilement. Et certains prennent l'exemple sur ce cas-là pour dire voilà les méfaits de la mondialisation. C'est-à-dire que quand il y a un problème quelque part maintenant, il va impacter de plus en plus le monde entier, même si on n'y est absolument pour rien. Alors, certains disent que voilà, alors même si c'est de plus en plus contesté manifestement, mais quand on a focalisé sur le point de départ de cette épidémie là dans ce petit marché chinois, dire voilà, c'était arrivé dans un petit marché chinois, dans la banlieue, d'un petit marché local, dans la banlieue d'une petite ville, on s'entend, mais une ville secondaire chinoise, et voilà que voilà, le monde est complètement impacté maintenant. Et voilà, donc certains se disent que ça va arriver comme ça tout le temps maintenant. Et donc voilà, ça génère aussi des inquiétudes et nul doute que, notamment dans le débat politique en France qui aura lieu l'année prochaine pour les élections, ce débat de la mondialisation
va être clairement sur le tapis, et notamment là, aussi la gestion de la crise sanitaire. On voit aussi hein, les enjeux du capitalisme avec les vaccins, la course un peu à l'échalote, à savoir qui va sortir son vaccin le premier, les contrats faramineux qui sont signés. Voilà, on a là tout le capitalisme, toute la mondialisation concentrée sur une thématique, mais voilà, qui est quand même assez intéressante. Voilà, bon écoutez, j'ai parlé plus longtemps que prévu, comme d'habitude, mais là, je vais devoir vous laisser parce que mes, mes chers élèves aventuriers, ils ont planifié une petite fête sur l'Omnia qui donne sur une magnifique plage à Bali. Et comme c'est Eugénie qui apparemment est au platine, c'est ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas rater ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de vacances et puis ben, je vous dis à dans quelques jours.